Merci Pierre. Bienvenue à tous à ce 29e webinaire de l'association Aftermath. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Damien Connétable pour un séminaire intitulé Du calcul DFT à la donnée thermodynamique. Avant de lui passer la parole, je rappelle que ces webinaires sont organisés par l'association Aftermath une fois par mois. Ils sont enregistrés et disponible à tous sur la chaîne YouTube de l'association. Il y a une adhésion de 25 euros, mais elle est gratuite pour les doctorants. Juste petite annonce, le prochain webinaire, donc le numéro 30, sera intitulé Les équilibres thermodynamiques dans des systèmes modèles représentatifs de la corrosion des barrières thermiques. Il aura lieu donc le jeudi 6 novembre de 13h30 à 14h30 et ce sera un exposé de Karine Petitjean et Pierre-Jean Pantex de l'Institut Jean Lamour à l'Université de Lorraine. Je vais maintenant passer la parole à Damien. Nous sommes très heureux d'accueillir. Il fera une présentation d'environ 40-45 minutes, suivie de questions. Vous pourrez poser directement à l'oral ou alors vous pouvez les poser dans le chat au fil de l'eau. Damien, c'est à toi. Eh bien, merci Philippe. Aujourd'hui, je vais vous présenter parce que je crois que c'est le premier séminaire qui va parler réellement de DFT. Donc, je vais vous montrer comment un petit peu la DFT peut être utilisée en thermodynamique. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ce séminaire, ce webinaire par DFT à à la donnée thermo. Hop. Donc, au niveau des données thermodynamiques, ce qui intéresse souvent les personnes, elles sont de différents types. On peut s'intéresser à avoir des informations sur les énergies de Gibbs de différents composés. Donc, c'est une fonction qui va dépendre de la température et de la pression, mais également de tout ce qui concerne ces dérivés, pour avoir l'énergie libre, les parties anthropiques, les capacités calorifiques ou autres. D'autres données qui sont nécessaires pour les analyses thermodynamiques, on a évidemment tout ce qui est données de température de transition, les stabilités des phases, et puis de manière un petit peu plus indirecte, c'est la nature des défauts et leur concentration dans les composés. Et puis, si on veut aller au-delà juste de la thermo, on a besoin de données associées à la diffusion. La DFT, en fait, va pouvoir essayer de répondre à majorité de ces questions. Alors, je vous rappelle que la DFT, en fait, ce sont des expériences numériques. On va étudier aussi bien des phases stables que instables. Et la puissance un peu de la simulation, c'est qu'il suffit de décrire à l'échelle atomique un réseau avec des atomes, de n'importe quelle organisation que ce soit, et on est capable de la simuler. Et en ce qui concerne la composition chimique des atomes, il suffit de prendre à peu près, on va dire quasiment tous les éléments du tableau périodique sont accessibles. Il y a peut-être quelques difficultés pour les éléments ici euh, avec des lourds noyaux atomiques, mais dans la plupart des cas, il n'y a aucun problème. On arrive à faire de n'importe quel type de simulation. Donc, au niveau de la DFT, donc c'est une théorie qui est prédictive. On arrive à avoir comme information sur les données cristallographiques des positions atomiques qui sont très précises, des paramètres de Mayer avec une précision de l'ordre de 10-1 angstrom. On a, en ce qui concerne la partie thermo qui est importante, on a des énergies qu'on peut obtenir de l'ordre de quelques dizaines de millieV par atome. On a aussi des informations sur le magnétisme, sur les propriétés vibrationnelles, donc que ce soit les aspects spectrales ou d'énergie libre. Et évidemment, on va pouvoir remonter dans certains cas aux données thermodynamiques avec, par exemple, le calcul de concentration de défaut et puis les énergies de Gibbs. Alors évidemment, il y a des limitations à la DFT. Elle ne fait pas tout puisque la taille limite des systèmes, elle est relativement petite. On va dire que globalement, dans certains cas, on peut arriver à quelques milliers d'atomes au maximum. Et surtout, on va avoir, si on fait de la dynamique moléculaire, on a des temps de simulation qui sont accessibles, qui sont relativement courts, puisqu'on parle de quelques picosecondes. Comme d'habitude, on positionne la simulation DFT par rapport aux différentes autres approches de modélisation ou des expériences. On voit qu'on a des volumes accessibles qui sont tout petits, et des temps de simulation relativement petits, même si depuis quelques années, avec des approches de type machine learning, on arrive à augmenter un petit peu, à étudier des systèmes de plus en plus grands, mais j'en dirai juste un mot à la fin.
Donc, voici le programme pour aujourd'hui. Je vais vous parler des fondements de la DFT. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer un peu d'où ça vient et puis quelles sont les approximations. D'où, après, évidemment, je vous parlerai des approximations qui sont nécessaires lors des simulations. Et puis, je vous montrerai un petit peu comment on peut facilement avoir des données sur les énergies et puis comment on peut traiter les effets de température de manière simple. Et enfin, on parlera de solutions solides en plus des phases ordonnées. Alors, donc je vous rappelle que nous, on se place à l'échelle de l'atome, et à l'échelle de l'atome, on a donc un problème à n-corps dans lequel on va avoir des systèmes un système qui est composé d'ions et d'électrons. Et ce qui caractérise à l'échelle de l'atome la physique, c'est la fonction d'onde électronique, on va dire dépendante du temps, et qui en fait doit être la solution de l'équation de Schrödinger. Alors, je vous rappelle que la fonction d'onde, c'est une fonction complexe qui va dépendre de la position et des ions et des électrons en même temps. Donc, c'est une fonction avec beaucoup de paramètres, beaucoup de variables, si on ne compte même pas le spin, parce qu'on peut évidemment avoir un effet de spin sur les atomes. Et si on regarde au niveau de l'hamiltonien du système, eh bien, on a les termes classiques où on a les deux termes correspondant à la partie cinétique des ions et des électrons, et puis les interactions entre les ions, électrons, électrons, électrons et ions, ions. Donc, d'un point de vue numérique, on ne résout pas, enfin, ou en tout cas pour des systèmes de grande taille, n'utilise pas l'équation de Schrödinger parce qu'elle est trop demandeuse en ressources numériques. Et bon, mais ce qui nous intéresse, si on s'intéresse à la thermo, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie. Et l'énergie, elle est donnée par donc ça correspond à l'énergie du système par l'équation qui est donnée ici. Alors, je vous ai dit, pour ce qui caractérise le système à l'échelle atomique, c'est la fonction d'onde, mais on peut également calculer la densité électronique. Donc ça, c'est une autre grandeur qu'on peut calculer avec l'équation qui est donnée ici. L'intérêt de cette fonction, c'est que c'est une fonction, cette fois-ci, qui n'est pas dépendante de la position des ions et des électrons, mais c'est la probabilité de trouver des électrons ou des ions électronique une position dans l'espace. Donc, c'est une fonction de trois variables. Et ce qui est intéressant, c'est on s'est longtemps posé la question de savoir s'il était possible de reformuler le problème à corps, non pas en termes de la fonction d'onde, mais de cette densité électronique. Et d'où en fait le développement de la théorie de la fonctionnelle de la densité, qui est une théorie alternative à la mécanique quantique de type Schrödinger et qui va faire exactement le même travail. Donc, juste pour simplifier un petit peu dans la suite, on utilise deux principales approximations qui sont la première qui est l'approximation adiabatique. L'idée, c'est de se dire que les électrons vont se déplacer beaucoup plus vite que les ions, et donc on va conserver le comportement quantique pour les électrons et on va ne conserver que la partie classique pour la partie ionique. Et, bon, donc ça va permettre en fait de ne s'intéresser qu'à la partie électronique de notre système. Ensuite, pour simplifier un peu l'équation, pour relier vis-à-vis de l'équation de Schrödinger, on va s'intéresser qu'à des solutions qui ne dépendent pas du temps. Donc la DFT, elle est basée sur deux principaux théorèmes qui ont été proposés, donc qui ont été démontrés par Hohenberg et Kohn dans les années 60. Le premier, il est assez puissant parce qu'il permet de montrer que si on se fixe donc les ions dans un cristal, pour une configuration atomique donnée, eh ben, il existe un seul et unique état fondamental associé à une densité ρ. Et la réciproque est vraie, si on se fixe la densité, on a une seule et même, à une constante près, on a un seul potentiel, une seule position des ions. Donc ça permet en fait de réécrire l'énergie ou le hamiltonien, non plus en fonction de la fonctionnelle, mais en fonction de la fonction d'onde, mais en fonction de la densité électronique, comme égale à une fonction universelle qui ne dépend que de la densité électronique et du potentiel extérieur multiplié par la densité. Donc déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un deuxième théorème qui nous permet de nous dire que l'état fondamental du système, elle est obtenue lorsque c'est pour le minimum du Hamiltonien en fonction de ρ, ça nous donne l'énergie du système. Dit autrement, en fait, on minimise l'Hamiltonien par rapport à la fonction ρ. Alors, maintenant, f, les théorèmes de Homberg et Kohn, ils ne nous donnent pas la forme de cette fonction f, mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on réécrit cette fonction comme l'écriture de trois termes. Donc, un terme qui correspond à l'énergie cinétique des électrons. Donc, ça, c'est un terme dont on connaît l'expression en fonction de la densité. Donc, ça, c'est très bien. On réécrit le terme d'interaction électron-électron
qui est ici. Et en fait, toute la partie inconnue de notre fonctionnel universel, on l'a injecté dans ce qu'on appelle le terme d'échange-corrélation. Et c'est ce terme-là, en fait, si on ne met pas ce terme-là, on perd toute la physique de nos systèmes. Tous les trucs, toutes les choses intéressantes sont dans ce terme d'échange-corrélation. Alors, maintenant, on a une autre, on a une écriture de notre Hamiltonien. Si on utilise également une contrainte, il suffit dans notre système, ce qu'on fixe, c'est le nombre d'électrons de notre système, et on écrit la densité sous la forme une somme de modules au carré de fonctions de type complexe, et on est capable, avec une approche de type multiplicateur de Lagrange, de trouver une équation différentielle associée à notre système qui est celle-ci. Alors, vous avez la partie cinétique, la partie interaction électron-ion, vous avez la partie ion, électron-électron, et puis le potentiel d'échange-corrélation. Et en fait, c'est une équation qui ressemble beaucoup à une équation de Schrödinger, sauf que dans l'équation de Schrödinger, on n'avait pas le terme d'échange-corrélation. Alors, il est à noter que une chose très importante, c'est que là, vous avez, donc je vous ai dit, ça ressemble à une équation de Schrödinger. Dans une équation de Schrödinger, vous avez ici normalement la fonction d'onde et ici la valeur propre, donc qui est associée, l'énergie qui est associée à une fonction d'onde. Ici, epsilon m, ce n'est juste qu'un multiplicateur de Lagrange qui est associé à la contrainte qui est liée au fait qu'on ait fixé le nombre d'électrons dans notre système. Donc, ce n'est pas une énergie et phi, c'est pas une fonction d'onde. Donc, si on fait un petit bilan, la DFT nous permet d'avoir, si on arrive à minimiser le Hamiltonien, on est capable d'avoir l'énergie de l'état fondamental. Et on a une équation à résoudre, qui est l'équation dite de Kohn-Sham, qui ressemble à l'équation de Schrödinger, mais qui n'en est pas une. Et il est important donc de souligner que phi et epsilon m qu'on va calculer en résolvant l'équation de Kohn-Sham, ce ne sont pas des fonctions d'onde de type électronique, ni des énergies associées à ces fonctions d'onde électroniques. Ça n'a pas de lien. Si on regarde d'un point de vue calcul, normalement, en mécanique quantique, quand on calcule, quand on a les énergies des différents niveaux, bah, il suffit seulement de calculer l'énergie du système, c'est la somme des énergies des valeurs propres. Ici, dans l'équation de Kohn-Sham, on a l'énergie qui est une somme beaucoup plus complexe de termes. En particulier, on a la somme de ses valeurs propres plus des termes correctifs. Et donc, ça justifie, ça explique un peu pourquoi ce n'est pas directement les énergies de notre système. Néanmoins, il s'avère que d'un point de vue pragmatique, vous entendrez, ou on entend souvent que les gens disent que dans les calculs, on a calculé des valeurs propres et donc les valeurs propres, on les associe à des énergies électroniques et les fonctions de Kohn-Sham sont, on va dire, quasi ou prou des fonctions d'onde électroniques. Si on regarde ici la structure de bande électronique qui est calculée à partir, ce sont ici, les points, ce sont les données expérimentales et les courbes, c'est les calculs. Et on voit clairement que là, ce sont en fait les valeurs propres de Kohn-Sham, et on voit bien qu'elles sont pas très loin en fait des valeurs propres des niveaux électroniques. Mais bon, donc c'est pour ça que souvent on utilise en fait en parabole langage, on dit que ce sont des niveaux électroniques, mais la théorie nous dit que ça ne l'est pas. Par contre, la bonne quantité qui est calculée, c'est la densité électronique. Et à partir de cette quantité, on peut calculer par exemple des transferts de charge dans les systèmes. Ici, par exemple, on place un oxygène dans un TIAL et on regarde comment les charges vont se déplacer avec et sans cet oxygène. Ici, les parties rouges, c'est les parties où on a un gain d'électrons, et puis les parties bleues, c'est là où les électrons vont quitter. Donc ça, c'est quelque chose qui est c'est la bonne quantité, donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus physique que la précédente. Alors, une deuxième chose, si vous avez regardé, si vous avez été attentif, c'est que dans l'équation de Kohn-Sham, en fait, il y a la densité qui apparaît, et ici, et au niveau du potentiel d'échange-corrélation. Et c'est une fonction de fonction, d'accord? Mais la ρ, je vous ai dit, c'était la somme des phi m carré. Et phi m, en fait, c'est notre solution de l'équation différentielle. Donc, en fait, on a une équation différentielle dont l'équation dépend de la solution. Donc, vous voyez déjà, d'un point de vue pratique, ça va être aussi compliqué à résoudre. Je vous présenterai très rapidement un petit peu le principe de la résolution des équations de Kohn-Sham liées à ce problème. Enfin, et dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que malheureusement, ce potentiel d'échange-corrélation qui est dans l'équation ici, là, on n'a pas d'expression. Donc, il va falloir l'approximer. Et c'est toute une partie de l'approximation dont je vous parlerai un petit peu après,
qui doit être fait de trouver la bonne fonction qui décrit ce potentiel d'échange-corrélation. Alors, juste rapidement, en pratique, comment on va résoudre le problème. Donc ici, vous avez en fait un processus autocohérent. Ce qu'on fait, c'est que donc vous fixez les atomes, la position des atomes dans le système. On fixe les paramètres de maille, et puis on prend comme énergie, comme valeur propre, hein, comme densité électronique d'entrée au départ de notre système, une fonction. Alors une densité qui peut être prise, soit c'est une fonction constante, soit une fonction qui ressemble à des orbitales localisées sur les atomes, par exemple. Donc, ça nous permet de calculer une densité électronique. On injecte, on calcule le potentiel d'échange-corrélation avec cette densité électronique d'entrée, et on calcule on calcule la partie hamiltonienne, la partie ouais, hamiltonienne de l'équation de Concham, et on résout l'équation différentielle. Donc, à la sortie, on va avoir une fonction d'onde de Concham et une énergie propre. On est capable de calculer la densité électronique à la sortie de cette étape. Si la densité d'entrée est très différente différente de la sortie, de la densité de sortie via un critère qu'on s'est fixé, si elle est différente, on re-injecte notre solution, une nouvelle solution qui est un mixte entre les deux. Et si c'est la bonne, ben c'est qu'on a calculé la bonne densité d'état à la fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a fini ce processus autocohérent de la résolution de l'équation de Concham, on a non seulement l'énergie de notre système, mais on est capable de calculer les forces interatomiques à travers l'équation classique de l'expression des forces, mais également les contraintes appliquées sur notre système, c'est-à-dire on va avoir si le paramètre de maille est trop petit ou trop grand, voilà. Et donc, on est capable, ou pas, si on a envie, de minimiser et les forces et les stress, ou les deux, ou l'un ou l'autre, mais c'est à nous de choisir, c'est à l'utilisateur de choisir si on minimise ou pas ces quantités. Alors, donc je vous ai dit, voilà, en gros, ça c'est le principe de la DFT. Maintenant, un petit peu les approximations. Vous allez voir qu'elles sont pas minimes. Il y en a, je vais vous en présenter quatre grands types. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle l'énergie de coupure. La deuxième, qui est en lien, en fait, qui est quand même en lien, c'est le découpage de la zone de Brillouin. Ensuite, notre fameux terme d'échange-corrélation. Et puis, je terminerai par une approximation qui est souvent liée aux approches de type pseudo-potentiel. Alors, notre équation de Concham, ce qu'on va faire, c'est qu'on est quand même. Alors là, je vais parler uniquement des systèmes périodiques, hein, d'accord? Donc, quand on a un système périodique, souvent, ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser le théorème de Bloch et de chercher des fonctions. Donc, c'est exactement ça. On va chercher des fonctions, des solutions de l'équation de Concham, comme des fonctions de Bloch, qui est écrit ici. Et ensuite, ces fonctions de Bloch, on va utiliser l'invariance par translation de notre cristal et ce qui va nous permettre de définir donc des vecteurs K dans la zone de Brillouin. J'en reparlerai un tout petit peu après. Donc pour chaque vecteur K, on va pouvoir ensuite, on a une fonction UK de M qu'il va falloir calculer, et pour ça, on va faire une transformée de Fourier, parce que c'est toujours plus intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit, on avait une équation différentielle. On ne résout pas une équation différentielle, en tout cas, dans notre cas, ce n'est pas une équation différentielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on injecte on fait la transformée de Fourier de notre équation de Concham, et on se retrouve à avoir cette équation en réalité à résoudre. Alors cette équation, c'est donc ici vous retrouvez la dérivée seconde c'est le gradient au carré c'est la partie cinétique de l'équation de Concham, donc qui devient un terme linéaire en K plus G au carré. Ici, c'est la partie potentielle, et donc on a une nouvelle équation à résoudre. Cette fois-ci, c'est une matrice qui est de taille très grande puisqu'elle dépend du vecteur G'. Et cette matrice, on va en chercher les valeurs propres et les vecteurs propres. Ensuite, dès qu'on aura ça, on calcule la transformée inverse et on réutilise comme ça les fonctions de bloc. Donc pour un cas donné, vous vous rendez compte que évidemment on a une transformée de Fourier. Une transformée de Fourier d'un point de vue numérique, on ne sait pas calculer une transformée infinie. Donc on est obligé de couper le calcul dans le terme de transformée de Fourier. Et le critère qu'on a choisi, c'est, alors si on regarde l'équation, le terme qui a la plus grande énergie, c'est la partie cinétique, qui est ici, K plus G au carré. Et donc, on se fixe en fait donc, ce qu'on appelle l'énergie de coupure. Donc, il est choisi de façon à ce que le terme G plus K au carré sur 2 est plus petit que notre énergie de coupure. Donc, à K donné, donc un vecteur d'onde donné, on va avoir, ça va nous fixer un certain nombre de valeurs de G pour lesquelles on va faire le calcul et résoudre l'équation.
Alors, ici, je vous ai présenté l'influence de ce paramètre de cette énergie de coupure dans un cas simple. Alors, ici, c'est du nickel CFC. Donc, il y a 2 atomes par maille. Et donc, ce que j'ai tracé, c'est l'énergie de la boîte en fonction du paramètre de maille pour différentes valeurs de cutoff. Alors, c'est un calcul qui a été réalisé avec VASP. Et dans VASP, le cutoff est exprimé en électronvolts. Donc, ici, 300 électronvolts. Donc, c'est peu, hein, c'est un cutoff qui est tout petit. Et donc, et si on compare à une valeur où on l'a pris relativement grand, 800 eV, hein, et vous voyez qu'on a une variation de l'énergie au cours, pour un même paramètre de maille, on a une énergie d'environ, là ici, ça représente un peu plus d'une dizaine, une quinzaine de millieV dans notre système. Et donc, si on cherche une énergie précise, eh ben, il va falloir avoir une énergie de cutoff relativement important pour avoir une énergie précise. Si on s'intéresse par exemple bon, alors pour trouver le paramètre de maille, il suffit de regarder la dérivée de cette courbe, donc qui correspond à la pression sur notre système. On voit que l'évolution de la pression en fonction enfin oui, l'évolution de la pression en fonction du paramètre de maille pour différentes valeurs de cutoff, eh bien bon là ça varie très peu, mais que si on veut avoir le paramètre de maille à l'équilibre, qui est obtenu à une pression nulle, eh bien on voit qu'on a un résultat quand on est pour un cutoff d'environ 500-600 eV. Donc voilà, ça c'est la partie énergie de cutoff pour le système. La deuxième approximation, c'est la zone de Brillouin. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des fonctions de bloc. Donc on va travailler dans l'espace réciproque. Donc ici, vous avez la zone de Brillouin pour un cubique face centré. Et bon, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer nos fonctions dans la totalité de la première zone de Brillouin. Et donc, il va falloir découper le volume qui est associé à la zone de Brillouin en petits morceaux. Et calculer pour chacun de ces cas, il va falloir calculer, donc résoudre nos équations de Concham et calculer les valeurs propres de Concham associées. Pareil, évidemment, si le découpage est très grossier ou pas, vous avez ici le nombre de points de petits volumes qui sont compris dans notre zone de Brillouin. Donc là, c'est en milliers de points. Donc vous voyez que si on prend vous constatez que l'énergie varie quand le nombre de points de points K est pas très important. Et puis au bout d'un moment, donc on a une convergence qui est relativement bien atteinte, par exemple au-delà de 4000 points dans la zone de Brillouin. Donc ça, c'est la deuxième grosse approximation euh, de nos calculs. Troisième approximation, et donc ça c'est une des plus importantes évidemment, c'est le choix de la fonctionnelle d'échange-corrélation. Alors là, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat. Autant les deux premiers, c'était des problèmes numériques, autant là c'est vraiment un problème fondamental. La question, c'est de savoir comment choisir ce terme d'échange-corrélation, sachant que la théorie ne nous donne pas cette expression. Alors, elle est souvent représentée sous la forme d'une échelle, hein, où on est en bas quand c'est pas terrible, et le but c'est de monter au mieux et de trouver la meilleure fonctionnelle qui soit. Alors, avant de vous présenter les différentes étapes, il faut bien se rendre compte que les premières étapes, ça coûte pas très cher, et plus on va monter les échelles, plus le coût numérique va être très important, voire très très important. Alors, si on regarde le premier pas, bah, on suppose que le potentiel d'échange-corrélation est nul. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la théorie de Hartree. Il y a pas de, c'est quelque chose d'assez classique. Si on commence à monter les deux, trois premières marches, donc c'est ce qu'on appelle les fonctionnelles semi-locales. Alors la première, c'est ce qu'on appelle la LDA ou la LSDA, si on prend en compte les effets de spin. Et l'idée, c'est de se dire que l'énergie d'échange-corrélation ne dépend que directement de la densité électronique. Donc il suffit de trouver une fonction qui dépend que de ρ. Ensuite, une approximation qui a été faite un petit peu plus loin, c'est en gros d'introduire un petit gradient de densité, hein. Donc, ça, c'est déjà un peu meilleur pour tout ce qui est système métallique. Et puis, ces dernières années de ce qu'on appelle les méta-GGA, donc, ils ont introduit des termes supplémentaires, en particulier ce qu'ils appellent la densité cinétique, énergétique cinétique, Kinetic Energy Density, donc qui permet en fait donc d'améliorer un petit peu la description, le nombre de degrés de liberté dans ce terme d'échange-corrélation. Et puis si on monte dans les fonctionnels, on va monter sur les fonctionnels non locales. Alors là, moi je vais pas trop m'y attarder parce que c'est des fonctionnels que j'utilise pas et qui sont numériquement extrêmement lourdes, ne serait-ce que les premières fonctionnelles de type PBE0.
C'est beaucoup, beaucoup plus lent que les autres simulations. Donc, pour des résultats qui ne sont pas toujours, en tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est pas forcément ce qui est plus intéressant. Donc, quels étaient les avantages de la LDA, par exemple? Donc, la LDA, il y en a une qui s'appelle la Purdue-Zunger 1981, donc elle date, hein, elle a plus de 40 ans, hein. Donc, c'était des fonctionnels qui ne dépendaient que de la densité, que de ρ. Et ces fonctionnels les plus simples possibles permettaient déjà d'avoir des paramètres de maille qui étaient quand même pas si mal que ça, puisqu'on avait en gros 1 à 3% de paramètres de maille plus petits. Ça donnait du coup des constantes élastiques plus dures. Mais alors le problème, c'était des énergies, ça donne des énergies de cohésion qui sont pas terribles, puisqu'on a entre 5 et 20% d'erreurs par rapport aux données expérimentales. Alors, elles avaient quand même quelques avantages, c'est que d'abord, elles avaient une erreur relativement systématique, donc c'était facile à corriger, et la différence d'énergie était plutôt pas mal. Par contre, elles ne sont pas vraiment adaptées pour les systèmes de type métal, hein, puisque on a les électrons ne sont pas localisés autour des atomes, mais un peu partout. Et du coup, il a été nécessaire de développer donc les fonctionnels GGA. Il en existe, je vous dirai un petit peu après, mais il en existe plein. Bon, ce qu'on utilise principalement maintenant, c'est la PBE et la PBE Sol. Et là, on est sur des paramètres de maille un tout petit peu plus larges, entre 0 et 3%, des constantes élastiques qui sont un tout petit peu plus molles, mais on a amélioration sur les énergies de cohésion et sur d'autres propriétés, comme les propriétés vibrationnelles. Alors, donc, en ce qui concerne les fonctionnels, il faut se rendre compte qu'il en existe beaucoup. Il existe par exemple une librairie qui s'appelle libxc, hein, qui a comme objectif de regrouper toutes les librairies d'échange-corrélation, de fonctionnels d'échange-corrélation qui existent. Et il y a, je crois, plus d'une centaine de fonctionnels différentes qui ont été développés, hein. Et certaines sont adaptées à tel ou tel système. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse aux fonctionnels hautement corrélés, comme par exemple dans les oxydes où on a une forte corrélation des électrons, mais des fois, il peut être intéressant d'utiliser des fonctionnels de type hybride ou de type scan. On a par exemple les fonctionnels qui prennent en compte les interactions de Van der Waals, parce que par défaut, les interactions de Van der Waals ne sont pas dans la DFT de base. Donc à chaque système et à chaque calcul, ben, il va falloir plus ou moins choisir sa fonctionnelle et son degré de raffinement, sachant qu'il y a des fonctionnels plus elles sont raffinées, plus elles sont lourdes numériquement. Voilà. Enfin, dernière approximation, donc je termine par ce qu'on appelle les pseudo-potentiels. Donc l'idée, c'est je vous ai dit, il y avait une contrainte tout à l'heure, c'était le nombre on résolvait notre système en se fixant le nombre d'électrons dans notre système. Et ce qui est important à se rendre compte, c'est que le temps de simulation est globalement dépend du n cube, le nombre au cube d'électrons dans notre système. Donc moins on a d'électrons, moins ça coûte numériquement. Donc l'idée, c'était de supprimer les électrons de cœur et de ne garder que les électrons de valence. Alors évidemment, en enlevant les électrons de cœur, on va modifier, on va oublier en fait les interactions des électrons de cœur avec les électrons de valence. Donc il va falloir créer ce qu'on appelle des pseudo-potentiels pour compenser le fait qu'on ait supprimé ces électrons de cœur. Alors il en existe différentes approches. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais donc il y avait on va dire les anciens pseudopotentiels qu'on appelle Trulli-Martins à norme conservée, ou bien les ultrasoft. Ces dernières années ont été développées sur ces bases de pseudopotentiels, donc ce qu'on appelle les PAW, qui permettent en particulier de refaire apparaître les électrons de cœur, mais sans les résoudre. Donc ça, c'est une partie qui est un peu meilleure que les deux précédentes. Bon, et puis si jamais on veut quelques propriétés qui sont liées aux électrons de cœur, et ben on fait des calculs tout électron. Donc ça va dépendre un peu des codes et des choix qu'on a de ce qui nous intéresse à résoudre. Donc ici, il y a un gros choix, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir combien d'électrons on doit conserver pour les électrons de valence. Et du coup, il va falloir choisir quel pseudo-potentiel on prend. Il faut savoir que les principaux codes ont maintenant une certaine base de données de pseudo-potentiels accessibles. Donc c'est un petit peu au choix de l'utilisateur de choisir ce qu'il veut faire. Alors ici, je vous ai mis rapidement les principaux codes que moi j'utilise en physique du solide. Il en existe beaucoup d'autres. Chacun a plus ou moins ses spécificités, hein. Il y en a qui sont plus physiques, il y en a qui sont plus chimie. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on cherche à calculer.
Mais sur la partie énergie, bah, les codes comme VASP ou Quantum Expresso ou Abinit sont largement utilisés actuellement pour la partie énergétique. Bon, voilà, ça c'était un petit peu en 28 minutes pour parler de la vue générale de la DFT. Maintenant, comment on fait pour calculer d'un point de vue pratique? Alors, je vais vous présenter quelques exemples. Alors, le plus simple, c'était de prendre sur un diagramme de phase. J'ai choisi le système CUMG. Il est relativement simple. Donc, si on regarde le système CUMG, si on veut avoir les informations thermodynamiques associées aux différentes phases présentes, eh bien, on voit que ici, on a deux solutions solides, la partie cubique phase centrée et la partie HCP pour le magnésium et le cuivre. Et puis, on a deux intermétalliques, donc la C15 et la CB pour les phases intermétalliques. Et puis, on a la partie liquide. Alors, je vous annonce tout de suite, la partie liquide, j'en parlerai pas, c'est pas ma spécialité. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'un parti, si on a besoin, en ce qui concerne les données nécessaires à l'étude des propriétés thermodynamiques de ce diagramme de phase, eh bien, on aurait besoin donc des phases ordonnées, donc des quatre phases qu'on a identifiées. On a besoin également de l'entropie de formation et du CP, donc ça, on peut l'obtenir avec un calcul de vibration, j'en parlerai un tout petit peu après. Et puis, si on veut s'intéresser à à la solution solide, donc un mélange cuivre-magnésium, par exemple dans le CFC ou dans le HCP, bon, on va utiliser des approches de type SQS, et ça aussi, j'en parlerai un tout petit peu après. En ce qui concerne donc la partie liquide, il semblerait qu'on puisse faire des simulations Monte-Carlo pour modéliser et calculer l'énergie libre associée au liquide. Alors, au niveau de l'énergie de formation, alors ça, c'est quelque chose qui est maintenant largement, que tout le monde peut faire de manière très simplement, hein. Il suffit de calculer, de prendre notre système, donc Xn, Ym, on fait un calcul DFT, hein. Donc, on prend l'énergie DFT de cette phase et on lui soustrait l'énergie DFT des phases de référence, des deux phases de référence, et ça nous permet comme ça de calculer l'énergie de formation de la phase. Alors, si on choisit soit en EV par atome, soit en kilojoule par mol, bon, ça n'y a pas de difficulté, hein. Donc, si par exemple on veut calculer l'énergie de formation de la CFC du magnésium, eh ben, il suffit de calculer l'énergie de trouver l'état fondamental de Mg en CFC, même chose pour le HCP, et on calcule comme ça l'énergie de formation de la phase Mg sous sa forme CFC. En ce qui concerne l'énergie de formation de la phase C15, eh ben, c'est pareil avec une formule légèrement différente, mais on a directement l'énergie DFT. Donc, il suffit de faire un job de DFT pour avoir cette donnée. Si par exemple, donc si on peut regarder un petit peu, là je vous ai donné le cuivre, le cuivre et le magnésium en CFC. Vous avez ici, je vous ai rapporté la valeur calculée et la valeur expérimentale. Alors, vous voyez qu'on a un excellent accord. Bon, l'énergie de formation, c'est la phase de référence, le cuivre pour le CFC, donc c'est forcément zéro. Pour le magnésium, c'est une phase qui n'existe pas, et bien on est capable de calculer l'énergie de formation de cette phase. Même chose pour la partie hexagonale compacte. Le cuivre en hexagonale compacte, on voit qu'il a environ 2 millieV par atome, donc c'est relativement faible, hein. Et on peut également comparer la donnée expérimentale sur les paramètres de maille pour le magnésium. Et on voit que l'accord est un petit peu moins bon, en particulier par la partie hors plan, le paramètre hors plan. Mais c'est relativement, on est dans les quelques pourcents d'erreur. Maintenant, si on s'intéresse au cas de la lave C15, alors si on veut modéliser le diagramme de phase avec une approche de type CALFAD et on a identifié deux sous-réseaux pour ce système, donc ça nous fait, a priori, on a besoin de quatre simulations, donc quatre head numbers à calculer. Ben, c'est assez simple, hein, de mettre du cuivre sur le sous-réseau 1 ou du magnésium et la même chose sur le sous-réseau 2, hein. Et donc, on peut calculer des phases CU2-CU, CU2-MG, MG2-CU, MG2-MG, sachant qu'il n'en existe qu'une seule qui existe expérimentalement, c'est la phase CU2-MG, où cette fois-ci, on voit que on arrive à avoir un paramètre de Mach qui est relativement en très bon accord avec la partie expérimentale. Et même chose pour la partie énergétique. Ici, vous avez la donnée expérimentale et la valeur théorique. Et on voit qu'on est capable de donner des énergies de formation pour ces différentes phases. Donc ça c'est quelque chose qui est très courant maintenant en simulation ab initio. Alors, d'un point de vue pratique, si on est intéressé à obtenir des énergies de formation de phase,
eh bien, soit on le fait soi-même, soit on fait évidemment appel à un expert en DFT pour éviter tous les problèmes liés aux différents choix et aux approximations. Ou bien même, on peut regarder un petit peu dans la littérature. Bon, déjà, dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui existent, mais si vous regardez, il existe même des bases de données complètes et des calculs systématiques qui ont été réalisés par certains groupes. Alors, je vais vous parler de celui que je connais, c'est celui du Materials Project, vous avez une photo ici. En fait, vous choisissez les atomes, vous choisissez votre composition et ils vous listent toutes les phases qui ont été testées. Et là, ils ont quasiment plus de 200 000 structures qui ont été testées et calculées. Vous avez aussi bien la partie énergétique que les propriétés de base de ces différentes phases. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière systématique et sans aucune difficulté. Alors, ce qui est bien sur leur site, d'ailleurs, on peut refaire leur simulation parce qu'ils fournissent même les paramètres d'entrée qu'ils ont utilisés dans leur simulation. Donc voilà, ça c'était la partie énergie interne en fait, dans la partie thermo, mais souvent évidemment quand on fait un diagramme de phase, on est intéressé par la partie en température. Donc pour calculer en température, ce qui nous intéresse c'est plutôt la partie énergie de Gibbs. Et pour calculer l'énergie de Gibbs, en particulier F, bah, il nous faut calculer la fonction de partition de notre système qui normalement doit prendre en compte tous les degrés de liberté microscopiques relevant de notre système. Alors là, la DFT, là encore, va pouvoir nous aider puisqu'on va pouvoir calculer un certain nombre de choses. Alors au niveau des excitations de cette fonction de partition, il y en a, on va dire, trois principaux types. Il y a les excitations de type électronique. Donc ça, c'est dans les systèmes métalliques, on a la possibilité de peupler le niveau de Fermi et donc d'avoir une degré de liberté sur la partie électronique de la fonction de partition. On a, là, c'est ce dont je vais vous parler juste après, la partie vibrationnelle, qui permet en particulier de calculer un certain nombre de grandeurs thermodynamiques comme l'énergie de vibration, l'énergie libre de vibration. Et puis, on a la partie configurationnelle qui, là aussi, je vous en dirai deux mots. Il y a la partie désordre, donc solution solide, qu'on peut aussi également atteindre en DFT. Alors sur la partie vibrationnelle, juste en deux mots, en quoi ça consiste? Eh bien, donc je vous ai dit qu'en DFT, on est capable de calculer l'énergie, donc c'est E0, c'est l'énergie de l'état, mais on est capable également de calculer les forces interatomiques. Alors si on a minimisé les forces interatomiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus de force entre les atomes, le terme E1, il vaut 0, mais on est capable ensuite de calculer le terme du second ordre, qui est ici, qui correspond à la matrice dynamique de notre système, et à partir de laquelle on va pouvoir calculer en particulier l'énergie libre de vibration de notre réseau. Et enfin, si on est capable d'aller au-delà de la partie harmonique, ici c'est la partie harmonique, on a le terme anharmonique, et là ça devient, toujours aussi, c'est toujours faisable de le faire, mais ça demande beaucoup plus de ressources que le cas harmonique. Donc, juste quelques rappels, à partir de la fonction des propriétés de vibration, on est capable. Alors, les vibrations, c'est comme pour les électrons, on a une zone de Brillouin, donc on a un vecteur d'onde qui est noté Q, et puis nu, ce sont toutes les fréquences qui vont de 1 jusqu'à 3 fois le nombre d'atomes dans notre système. Donc, si on a toute la matrice dynamique, on est capable de calculer toutes les fréquences, et même si on se fixe à 0 Kelvin, on est capable de calculer la fonction de partition en fonction de la température. Et à partir de cette fonction de partition, on va pouvoir calculer le CV et l'entropie de vibration. Alors pour faire ça, alors il y a maintenant il y a deux principales techniques. Il y a ce qu'on appelle la méthode des déplacements finis, c'est-à-dire qu'on va déplacer à la main les atomes un par un et on va calculer la dérivée seconde en fait de l'énergie à la main. Donc pour ça, il y a un code qui est largement utilisé maintenant, qui est le code Phonopi, pour lequel qui fait beaucoup de choses et qui a l'avantage d'être couplé avec énormément de codes, que ce soit des codes DFT ou des codes classiques. Ou bien on utilise des codes internes, par exemple VASP a une option qui permet de le faire, ou on utilise des codes fait maison. L'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on est obligé d'utiliser des supercells, et en ce qui concerne la zone de Brillouin, on ne peut calculer que ce qui se passe au centre de zone. En ce qui concerne la deuxième approche, qui est la théorie de la réponse linéaire, de la DFTP, alors là, c'est une théorie qui est beaucoup plus complexe, qui n'est implémentée que dans quelques codes, donc Abinit, Quantum Expresso, VASP et puis quelques autres. Elle a l'avantage de pouvoir calculer les modes de vibration hors de zone, donc en Q différentes zéros, et donc on peut utiliser sur des petits systèmes, mais elle est numériquement un peu plus lourde à utiliser et plus compliquée à utiliser que la précédente. Donc souvent, les gens utilisent la première méthode pour calculer les vibrations du cristal.
Hop, pardon. Si on regarde, voilà, typiquement, si on regardait notre phase, la CU2MG, la phase, la lave C15, bah, j'ai calculé les specs de vibration de cette phase. Ça n'a pas dû me coûter beaucoup de calculs parce que ça a été fait relativement rapidement. Et à partir de là, vous avez la structure de bande de vibration, la densité de phonons. Et à partir de cette densité de phonons, on est capable de calculer l'énergie libre. Alors, l'énergie libre, c'est la courbe en rouge. Le CV, c'est le vert. Et l'entropie de vibration, c'est la courbe bleue. Et on est même capable d'identifier ici, c'était l'autre phase, hein, toujours la lave, mais c'est Mg2Cu, et on voit que les calculs de vibration permettent de nous montrer que c'est une phase qui est instable. Alors ici, instable, c'est tout simplement parce que normalement les fréquences, elles sont positives, et si les fréquences sont négatives, pour simplifier, en fait, ça veut dire que ce sont des modes imaginaires, et donc quand on a des modes imaginaires, c'est que la structure va avoir tendance à se déformer naturellement vers autre chose, et donc on constate que cette phase, elle est non stable. Si on veut aller plus loin que l'approche harmonique, on est capable de quand même d'aller un petit peu plus loin en utilisant l'approche quasi-harmonique. Donc là, l'idée, c'est de calculer l'énergie libre de vibration, cette fois-ci en fonction de la température et du volume. Donc pour ça, donc là, ici, par exemple, c'est un cas que j'ai fait dans le cas du cuivre. On fait de nombreux calculs d'énergie libre en fonction de la température, pour différents volumes. Donc ici, vous avez l'énergie libre pour, à 0K, l'énergie libre, alors je ne sais pas, ça doit être 50 ou 100K, 200, 300, etc., jusqu'à 1300K. Et le minimum, pour chaque température, la fonction a un minimum. Ça correspond au volume d'équilibre à cette température-là. Et on voit qu'on est capable ainsi de calculer ou de regarder l'évolution du paramètre de Maille en fonction de la température et de calculer par exemple le terme d'expansion thermique ou d'aller même plus loin, de calculer le CP comme ici. Et ça, ce sont des données qui sont vraiment cruciales en DFT et en thermo qui sont nécessaires. Alors, j'ai bientôt fini, donc je voulais juste vous donner un petit mot sur les systèmes désordonnés. Donc ici, tout ce que je vous ai dit, ça s'applique évidemment et de manière simple sur tout ce qui est donc calcul d'énergie, paramètres de Maille, propriétés élastiques, vibration, entropie, énergie libre, donc sur les systèmes ordonnés. Alors sur les systèmes désordonnés, c'est un tout petit peu plus compliqué, hein, puisque évidemment, qui dit des systèmes désordonnés, nous on travaille avec des systèmes périodiques, donc c'est un petit peu compliqué de modéliser un système désordonné avec un système périodique. Néanmoins, il existe certaines approches qu'on peut utiliser, hein. Donc la CPA, la Coherent Potential Approximation, ou bien les Cluster Expansion, ou ce qu'on appelle les SQS, dont je vais vous en dire un petit mot. L'idée de l'approche SQS, par exemple, c'est d'essayer de simuler sur un système de taille raisonnable, donc on va dire environ 200 atomes maximum, une phase qui ressemble fortement à une phase désordonnée. Donc pour ça, on génère une phase, un système très 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 grand avec beaucoup d'atomes qui est le plus désordonné possible. Quand on dit phase désordonnée à une composition donnée, eh bien, on va avoir des distances, des distances entre de nombre de premiers voisins de chaque type qui va donc être donné pour une composition donnée. Et donc l'idée, c'est d'avoir une structure, une petite structure périodique qui a les mêmes propriétés que la grande structure désordonnée au niveau de la composition, l'organisation des atomes dans la maille. Donc là, il suffit en fait de faire, du coup, de générer des boîtes comme ça et de calculer tout simplement l'énergie, ce qui permet d'avoir l'énergie de solution de notre système. Alors d'un point de vue pratique, il existe déjà dans la littérature de nombreuses structures SQS qui sont proposées. Et si jamais elles ne sont pas disponibles, bah, il suffit de les générer. Il y a des codes pour ça, en particulier le code MC SQS du code ATAT, qui est capable de générer des structures quasi aléatoires. Ici, par exemple, c'est un travail que j'avais fait il y a quelques années où j'ai regardé dans le système aluminium-fer des phases donc en CFC ou en BCC. En pointillé, vous avez en gros la courbe d'énergie pour les phases ordonnées. Donc ici, à 0, c'est le CFC, à 25 et à 75, c'est la L1,2 et ici, c'est la L1,0. Et puis les points noirs, les ronds noirs, ce sont des simulations de SQS. Pareil ici pour la phase BCC. Donc là, on peut avoir une information sur les phases désordonnées. Donc je conclus. Je vous ai montré que la DFT, c'est une théorie qui est tout à fait adaptée pour tout ce qui est calcul d'énergie. Et on peut utiliser ces données énergétiques pour faire déjà pas mal de choses. Mais on peut aller quand même un peu au-delà. Je ne vous ai pas parlé de dynamique moléculaire ab initio, donc ça c'est tout à fait possible. On peut faire en température des simulations.
Il est également possible d'ajuster des potentiels interatomiques en utilisant des bases de données DFT. Donc ça, c'est ce qu'on faisait pendant un certain temps avec des approches de type classique, mais ça se développe énormément avec les potentiels interatomiques en machine learning. Ou bien on est capable d'utiliser directement ces énergies dans des modèles, et c'est sur ça que je vais terminer. Alors, vous voyez, on est capable de calculer ici des concentrations de défauts en fonction de température, des pressions et de la concentration. Ce qui permet, par exemple, à droite, vous avez l'énergie de formation des différentes phases, mais au voisinage de la stoichiométrie. Donc, ça permet d'avoir une sorte d'information énergétique au voisinage de la stoichiométrie de phases ordonnées, ce qui est, à mon avis, des données qui pourraient être utilisées pour la partie thermodynamique, construction de base de base CalFAD, mais également on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut calculer des coefficients de diffusion, que ce soit dans des systèmes relativement simples, ici comme dans le carbone, dans le nickel, ou dans des systèmes plus compliqués comme donc ici vous avez un, un antirutile TI2N et on est capable de calculer des coefficients de diffusion de l'oxygène en fonction de la stoichiométrie. Et donc ça, c'est typiquement des données qui nous servent, qui peuvent servir en thermodynamique dans la construction de bases de diffusion, par exemple. Voilà pour une introduction à la DFT. Je vous remercie. Merci beaucoup, Damien, pour cet exposé très pédagogique et bien complet. Donc, nous avons du temps, à peu près un quart d'heure, pour des questions. Qui est-ce qui veut ouvrir cette session questions? Moi, j'ai une question sur le dernier aspect que tu as abordé, à savoir les SQS. Oui, Alors, tu as présenté les choses, tu as présenté deux extrêmes. Ça doit être le transparent d'avant. Tu as présenté le cas des phases ordonnées. Bon, on sait oui, très bien où sont placés les atomes. On va dire que c'est une structure parfaitement ordonnée. Et puis, tu as présenté le SQS où tu as expliqué qu'on essaie de minimiser toutes les corrélations. Donc, ça serait l'autre extrême, parfaitement tout à fait. désordonné. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'aborder la question de l'ordre local qui, lui, dépend de la température? Donc, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, je peux pas te dire parce que je me suis jamais posé la question, mais c'est bien, c'est possible. Bah, on peut de toute façon, en fait, nos SQS, c'est quand même un ordre local. Maintenant, parce qu'on a quand même une taille de système qui est limitée, hein, donc on a un désordre qui est limité quand même. Oui, Maintenant, alors il faut savoir qu'on, la plupart du temps, on fait des calculs toujours à 0 Kelvin. Donc il faudrait mettre, on pourrait à la rigueur mettre des sortes de configurations. On pourrait utiliser les SQS à petite taille, qui représenteraient un désordre local à petite taille. Si on prend une boîte avec 50, 30 atomes, une vingtaine d'atomes, c'est du désordre tout petit, quoi. Parce que c'est périodique, donc et d'utiliser ces différentes configurations dans un modèle statistique. Ça doit être faisable. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais bon, ça serait comme des snapshots de configuration type, et on utiliserait ces configurations dans un modèle thermo pour aller au-delà. Je ne vois pas oui. d'autres Hmm. approches. D'accord. Donc, D'autres questions? Alors, j'ai une autre question. Tu as mis en évidence que grâce au calcul du spectre de phonons, on pouvait détecter des cas d'instabilité qu'on pourrait appeler instabilité mécanique. Je ne sais plus quel est le terme que tu as utilisé. Donc, dynamique. Ouais. oui, dynamique, d'accord. Ça suggère que si on fait pas ces calculs de phonons, on risque de calculer des énergies de formation de phase qui en réalité n'apparaîtront jamais parce qu'elles sont mécaniquement instables. Est-ce que c'est fréquent ces situations ou... Bah, un peu. Euh, c'est-à-dire que déjà, si par exemple les gens qui font du CalFAD et qui veulent s'intéresser au... Donc avec les histoires des M-members, souvent les gens ils étudient, on a besoin de calculer les énergies d'un certain nombre Ouais, les différents M-members pour une composition donnée. La plupart du temps, à mon avis, on doit avoir des fréquences négatives. Parce que les phases n'existent pas. Et il n'y a pas... Bon, ça ne veut pas dire pour ça. C'est pas parce qu'elles n'existent pas qu'il y a des fréquences imaginaires. C'est pas parce qu'il n'y a pas de fréquences imaginaires qu'elles n'existent pas.
mais Mhm. c'est parce qu'il y a des fréquences imaginaires qu'il y a peu de chances qu'elles existent. En tout cas, à 0 Kelvin. Alors attention, parce qu'on fait Ah oui. toujours, il y a toujours cette approximation que c'est un calcul à 0 Kelvin. Donc, il n'est pas dit que en température, la phase se stabilise et en fait devient complètement stable. Un des cas les plus, enfin, moi je connais deux cas bon, j'utilise toujours, hein, c'est le titane BCC, hein. Quand on fait un calcul de phonon du titane BCC, qui est quand même une phase structurellement simple, mais qui n'existe qu'à haute température, il n'y a que des modes négatifs. Quand on fait TIAL de type B2, c'est pareil, on a des modes négatifs. Mais ces phases, elles existent, mais uniquement à haute température. Donc la température vient stabiliser les phases. Donc Et c'est difficile de, tu vois, c'est difficile de conclure de manière abrupte. Ça nous donne un argument pour dire, bon, à 0 K, elles sont pas stables, ok, mais par contre, on n'est pas capable de dire, bah, ça se trouve en température, elles vont être stabilisées, hein. Les propriétés vibrationnelles vont être recouvrées et on aura une stabilisation des phases sans aucun problème. Et c'est pour ça qu'on les voit d'ailleurs. oui, et pour revenir à la méthode Kalfat que tu as évoquée au début, est-ce que si une phase n'est pas mécaniquement stable, ça invalide son utilisation par Kalfat en tant que end member ou pas? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut calculer, on peut calculer l'énergie de la boîte, hein, de la Oui, configuration. En fait, on se fixe les atomes, on peut calculer l'énergie. Je dis, il n'y a aucun problème. Il suffit de pas trop relaxer, quoi. Il faut oui, pas que le système soit trop gros, hein, parce que plus le système, si on, par exemple, on prenait des tout petits, les systèmes les plus petits possibles pour décrire la maille, on verra pas ces instabilités. Mais si on prend une boîte très grosse, peut-être qu'on verrait des instabilités. Donc, tant qu'on reste sur des petites boîtes, bon, on peut donner une énergie. Bon, de toute façon, quand ils font des ajustements, il me semble que souvent, quand ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de repère, ils prennent une valeur arbitraire. Donc là, l'avantage, je me souviens que quand j'avais travaillé avec Beau Sudman, il était toujours intéressé par avoir, même si les phases n'existaient pas, il était toujours intéressé d'avoir une énergie. Ça lui permet, même si la phase n'était pas là, n'existait pas, d'avoir une valeur sur laquelle s'appuyer et puis continuer d'ajuster ses paramètres. oui, oui, et je me souviens que ça avait efficacement amélioré les prédictions de Et oui, thermocale sur le système c'est fer-aluminium. rigolo. Ouais, ouais, ouais. Bon, bonjour, j'ai peut-être une question. Oui, Merci Damien, c'est Sidi Souvi de Salut SNA. Steve. Du coup, j'ai rebondi un peu sur la dernière question, sur ces phases qui sont instables à basse température, parce qu'il y a on va dire, des fréquences négatives et qui peuvent devenir stables à plus haute température. Euh, Comment on peut les comprendre? Ça veut dire que les barrières qui existaient, les points celles qui existaient à basse température, le système va se trouver entre deux puits, va voyager entre deux puits à plus haute température et du coup, comment on peut le voir? Et comment on peut les calculer avec des FT normales, où on aura besoin de faire de la dynamique moléculaire pour avoir une idée de cette stabilité à plus haute température. Alors, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que, il y a un lien entre des états de transition entre les phases? Je pense que oui. Maintenant, j'ai jamais trop regardé attentivement ça, donc je vais pas être sûr à 100%, mais je pense que on doit être capable de, si on analyse les modes, parce que une mode négative veut dire en fait il y a une direction. L'énergie, la valeur que je donne, c'est l'énergie, donc et associé à cette énergie, il y a un vecteur. Donc il doit y avoir, ça se trouve, en analysant la direction de ces vecteurs, on doit avoir peut-être une idée de la transition de phase. Et ça peut être par exemple utilisé. Il suffit de prendre, par exemple, dans un système où on a des modes négatifs, il suffit de prendre une boîte suffisamment grande, de suivre le mode négatif dans la bonne direction et de déformer la boîte dans la direction de ce mode. Ça se fait très bien avec Phonopy. Il y a des options d'ailleurs qui permettent de faire ça. Je pense que ça répond un peu à ta question. Doit être à basse température, on a passé un puits de potentiel et on doit pouvoir faire des transitions de phase comme ça. Maintenant, est-ce qu'on est capable comment on fait pour corriger ça? Alors, les deux exemples que je connais, c'est justement le Titan BCC et TIAL B2. Normalement, ce qu'on peut faire, c'est, donc je vous ai dit, on peut utiliser ce qu'on appelle l'approche quasi-harmonique. Donc, ça permet d'avoir un début d'effet anharmonique. C'est pas il n'est pas complet, mais il est partiel.
Donc, je vous montre. Donc, ça permet, en fait, on fait des calculs au voisinage. En fait, on fait des calculs harmoniques et on fait varier le paramètre le volume ou le paramètre de maille. Et ça permet, comme ça, d'essayer de prendre en compte, à quelque part, une part d'harmonicité. Si on fait ça, par exemple, pour le cuivre BCC, pour le titane BCC ou TIAL B2, ça marche pas. On a toujours des modes négatifs, même à 1400K, alors on devrait être stable. Ce que font les gens habituellement, c'est qu'on est obligé en effet de faire de la dynamique moléculaire. Et faire de la dynamique moléculaire, c'est quand même assez coûteux. Donc souvent les gens, enfin maintenant, les gens font des potentiels machine learning qui ont été ajustés sur des potentiels, sur des données DFT, et ils font de la dynamique à haute température. Et là, ils retrouvent correctement la stabilité des fans. Mais c'est pas aussi ça. Ça demande un peu de travail, quoi. Donc, euh, donc c'est la seule façon, je vois, parce qu'un calcul à 0K, là, la DFT, bon, il faudrait vraiment faire de la dynamique moléculaire ab initio et c'est quand même assez lourd. Il vaut mieux faire de la dynamique classique et pour ça passer par des potentiels classiques, ou que ce soit machine learning ou classique, quoi, d'autres. Je sais pas si ça répond à ta question, si. Oui, oui, merci beaucoup. Merci. C'est clair. Y a-t-il d'autres questions? Bon, eh bien, Damien, je te remercie de nouveau au nom des participants pour ton séminaire. Merci à ceux qui ont assisté. Je vous rappelle qu'il y aura un prochain séminaire, webinaire numéro 30, le 6 novembre. Bon après-midi à tous. Merci.